Merci beaucoup Hassan, merci à tous mes amis marocains, à tous les amis de l'AMCAR où j'ai essayé d'être fidèle le plus souvent possible. Et donc c'est un honneur pour moi de partager avec vous ces quelques réflexions autour de cette communication, bon, finalement bidirectionnelle. Le premier modérateur l'a rappelé, le cerveau parle au cœur, le cœur parle au cerveau. Et donc, sans plus attendre, et encore une fois, avec beaucoup de regrets, j'aurais aimé être avec vous ce soir, mais voilà, les aléas de cette épidémie et mes responsabilités à Monaco autour du Covid m'empêchent d'être avec vous ce soir, mais je suis de tout cœur ou de tout cerveau. Alors, je vous présente en introduction un électrocardiogramme pour titiller un petit peu votre attention. C'est la fin de la journée, vous avez vu beaucoup de choses et je vais essayer dans les 20-25 prochaines minutes de captiver votre attention. Mais une façon de captiver l'attention du cardiologue, c'est de lui montrer un électrocardiogramme. Et donc, vous voyez ici un électrogramme très pathologique. Je vous demande ce que ça pourrait être. Atoll, excuse-moi, Oui. tu peux partager ton écran? Est-ce qu'il n'est pas, attendez, non, j'ai partagé, je refais. Excusez-moi les amis. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Super. J'étais en train de vous présenter cet électrocardiogramme et de vous solliciter. Alors, c'est un peu dur, je suis loin, mais voilà, qu'est-ce que ça évoque? Une ischémie, une hypocalémie, une hypertrophie ventriculaire gauche. Ça pourrait être en fait beaucoup de choses. Et bon, sans plus attendre, je vais finalement faire le lien. C'est l'électrocardiogramme d'un sujet qui est en train de faire un AVC et pour lequel on a été appelé. Et je trouve que ça illustre très bien l'atelier de demain, la thématique d'aujourd'hui, au sujet de ces connexions entre le cerveau et le cœur. Alors, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, cette interconnexion entre le cerveau et le cœur, depuis même des descriptions anatomo-fonctionnelles de Claude Bernard et d'autres savants, je vous en citerai quelques-uns, qui ont tous démontré finalement que ces deux organes étaient des organes qui adoraient échanger. Alors, c'est difficile de parler de cette connexion entre le cerveau et le cœur sans ne pas vous parler d'anatomie fonctionnelle. Alors je vais être très bref, mais ça va être important parce que ça va être un petit peu le fil rouge de ma présentation. En fait, il y a une cascade entre le cerveau et le cœur que je vous ai représenté ici. À gauche, finalement, le plan de ce que je vais vous exposer. Qu'est-ce qui se passe même au-dessus du cortex, c'est-à-dire tout ce qui stimule notre cortex, la pollution, l'environnement, les émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cortex? Et ce cortex cérébral est un cortex passionnant. Et vous le savez, et ça vous sera probablement dit demain, certaines zones du cerveau ont un tropisme pour certains effets cardiologiques. La latéralisation du cerveau se traduit par des effets cardiologiques différents. Et puis les organes cibles qui nous intéressent, le vaisseau et le cœur, sont des organes d'intérêt qui sont connectés à ce système nerveux central et aussi, je dirais, presque supra-central par des afférences et des efférences. Mais ces afférences et efférences ne sont pas des connexions stériles, elles sont en fait souvent intégrées dans le cadre de réflexes qui vont gouverner l'activité du système nerveux central et l'activité périphérique cardiovasculaire. Et enfin, tout ceci non seulement est régulé, est connecté, est interactif, mais il y a aussi cette notion de connexion reverse. Et j'aborderai effectivement avec vous non seulement comment le cerveau parle au cœur, mais comment le cœur parle au cerveau. Et finalement, vous le voyez déjà sur ce schéma, ces deux organes se parlent en permanence, échangent en permanence, et ceci explique finalement le titre de ma présentation. Alors j'ai voulu commencer encore une fois par attirer votre attention sur des choses qui vous ont déjà fait penser à ces connexions entre le cœur et le cerveau, que ce soit, je dirais, l'AVC et les modifications électriques de l'AVC, ou que ce soit, pardon, les événements que je vous décris ici, les attentats du 11 septembre, où on a pu montrer que le stress généré par les attentats du 11 septembre entraînait une augmentation phénoménale de l'incidence des arythmies ventriculaires. Et comment on a pu voir cela? En interrogeant les défibrillateurs implantables des patients sur cette période-là et en rapportant les événements observés autour du 11 septembre aux périodes précédentes ou qui ont suivi, qu'on a considérées comme des périodes contrôle.
Mais ce qui est très intéressant et intriguant, c'est que non seulement cette augmentation du risque finalement de mort subite, puisque c'était des chocs appropriés sur arythmie ventriculaire détectée, non seulement été enregistrés à New York, à l'épicentre de l'événement, mais aussi à distance, puisque par exemple en Floride, on a observé exactement la même augmentation d'événements. Et c'est deux publications assez anciennes, 2001, 2004, mais qui ont fait sens, puisque en 2015, lorsque il y a eu les attentats à Paris, nous avions fait un travail, je me rappelle, j'étais à la cafétéria de l'hôpital et devant l'écran, en train de regarder exactement comme le 11 septembre, ce qui était en train de se passer à Paris, et on a vu une explosion des admissions dans le service et aux urgences, et on a corrigé cela. Vous voyez, durant cette période de janvier 2015, on a eu un total de 350 patients qui étaient adressés à notre centre de la douleur thoracique, et sur ces 350 patients, la moitié à peu près ont été sont rentrés chez eux, mais l'autre moitié a été hospitalisée. Et quand on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé durant ces jours-là des attentats une augmentation très significative des hospitalisations dans le service. Lorsqu'on a comparé ces hospitalisations à la même semaine l'année d'avant, donc janvier 2014, et lorsqu'on a également regardé ce qui s'était passé sur chacun des événements qui ont conduit à ces hospitalisations, vous le voyez ici, non seulement on a observé une augmentation de plus de 85% des hospitalisations, mais elles étaient portées par quoi ? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui, on t'entend, mais on a perdu la présentation. Alors, attends. Et là, c'est vous bon, voyez c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, on a observé une augmentation des hospitalisations phénoménale, 85%, mais qui était liée en fait à des augmentations de quoi? Des stémies, plus 180% durant cette période, des non-stémies, plus 60%, des hospitalisations pour arythmie grave, mais aussi des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Autrement dit, lorsqu'on s'intéresse finalement à ces présentations et qu'on regarde ce qui se passe quelques jours après, 3 jours après, on retrouve une réduction de presque 50% des hospitalisations et un retour aux chiffres que l'on avait observés l'année d'avant. Et on a même fait un suivi de cohorte l'année d'après. Autrement dit, ce stress distant qui était lié aux attentats a entraîné une modification significative des hospitalisations et des conséquences cardiovasculaires. On a appelé ce papier d'ailleurs conséquences cardiovasculaires, et on a essayé de comprendre. Et même si je vais vous détailler les mécanismes physiopathologiques qui peuvent faire le lien entre stress et complications cardiovasculaires, on a eu aussi quelque chose d'impressionnant, ça a été la couverture par les médias de ce travail. Juste pour vous donner quelques chiffres, dans les quelques jours qui ont suivi la publication de notre travail et sa présentation, vous voyez, on a dû faire une dizaine de télés, une vingtaine de unes à la presse, 70 sites internet qui ont rapporté ce travail et ont conclué que cette augmentation des hospitalisations était liée au stress des attentats, mais cette augmentation à distance était probablement liée aussi au stress généré par les chaînes d'information continue, finalement le stress entretenu par la surcommunication auquel on est exposé désormais avec ces médias d'information continue. Donc, ce lien, alors c'est une explication observationnelle, mais ce lien, il est aussi à expliquer par ce qui lie le stress mental à la complication cardiovasculaire. Et ce stress mental, il génère des complications cardiovasculaires, pas chez tout le monde, je reviendrai là-dessus, mais il y a un génotype particulier, mais il y a aussi un profil particulier qui est quelle est la capacité individuelle des patients à gérer le stress, ce qu'on appelle le mécanisme de coping, c'est-à-dire comment je gère moi le stress. Vous savez qu'on est tous différents par rapport au stress, on le sait en cardiologie, devant une urgence, devant un arrêt cardiaque, on ne gère pas de la même manière le stress. Un individu, mais un individu durant le temps et un individu par rapport à son expérience. Et en fait, c'est le résultat de ce que l'on est, de son expérience, de ce qui nous agresse, qui va être responsable de la complication. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas habitué à être exposé au stress, qui n'a pas le profil adapté pour gérer le stress, qui n'a pas la capacité de gérer le stress, a plus de risque de faire des complications cardiovasculaires que quelqu'un qui a l'habitude de gérer son stress.
si on remet tout ceci en perspective, finalement, les gènes, c'est l'individu, le stressor, c'est dans le contexte que je vous ai cité, les attentats, et l'ensemble va être responsable d'une conséquence cardiovasculaire. Donc sur le plan biologique, en fait, on sait que ce stress va générer un certain nombre de changements, soit des changements comportementaux, quand on est stressé, on mange plus, on dort moins bien, on consomme davantage d'alcool, et tout ceci, on le sait, génère une augmentation du stress, c'est un peu un cercle vicieux, le stress parle au stress, mais on sait aussi que le stress entraîne des modifications physiopathologiques qui font le lit des complications cardiovasculaires. Le stress augmente la pression, modifie le profil lipidique, augmente l'inflammation et génère des troubles de la coagulation, des anomalies finalement, dont on sait qu'elles vont augmenter le risque cardiovasculaire ou le risque d'événement. Donc stress aigu et stress chronique ont non seulement des effets sur des personnalités particulières et sur des comportements particuliers, mais aussi ont des effets directs biologiques. Alors, ils sont représentés ici, stress oxydant, dysfonction endothéliale, inflammation, troubles aussi de la régulation hormonale, altération de la minéralisation des os, un grand nombre de complications qui peuvent expliquer pourquoi finalement cette agression du cortex génère des complications cardiovasculaires. Et au-delà de la biologie, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, on sait qu'il y a finalement une cascade d'événements qui va s'associer à toute cette anatomie fonctionnelle que je vous ai décrite pour entraîner une complication cardiovasculaire. Comment on gère la gâchette, comment on perçoit la menace, comment nos systèmes d'alarme sont activés, comment les émotions prennent le pas sur l'approche rationnelle, comment le cerveau est connecté au cœur et comment on répond de façon systémique, de façon endocrinienne, de façon autonome. Je vous le remontrerai à ce stress. Et bien sûr, Hassan l'a rappelé, comment le cerveau parle au cœur, comment le cœur parle au cerveau, c'est lié non seulement à des connexions nerveuses, mais c'est au-delà, il y a des connexions neuro-humorales. Et on sait par exemple qu'un muscle cardiaque déficient va être à l'origine de l'activation du système sympathique, du système rénine-angiotensin-aldostérone, du système arginine-vasopressine. Et ces altérations neuro-humorales vont directement avoir un effet sur le cerveau, de la même manière que le cerveau va parler au cœur et entraîner une activation de certaines complications cardiovasculaires. D'ailleurs, William Harvey, il y a un grand nombre d'années, décrivait cela en disant que pour toute affection cérébrale, qu'elle soit plaisante ou désagréable, tout événement cérébral, que ce soit un événement d'espoir ou de peur, toute cette agitation va entraîner une atteinte, une influence sur le système cardiaque et qui lui-même va entraîner une modification d'un certain nombre de paramètres mesurables. Et d'ailleurs, vous le savez, ce magnifique travail de Salim Youssouf qui s'est appuyé sur les données d'Interart a montré finalement que le caractère psychosocial d'un individu avait directement un impact sur la survenue d'un infarctus du myocarde. Et on le sait, de la même manière que le tabac, le diabète, l'hypertension, finalement l'index psychosocial, c'est-à-dire la capacité d'un individu à réagir au stress, ça a tendance à être déprimé, augmenter le risque de faire un infarctus du myocarde de la même intensité que le fait d'être fumeur ou d'être diabétique. Et je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je suis sûr que vous avez abordé ce sujet. Il y a quelques jours à l'ESC ont été présentées les nouvelles recommandations de la Société de cardiologie, les nouvelles recommandations de prévention, et que nous avons appris ces nouvelles recommandations, que finalement, tout ce dont on est en train de parler et tout ce que vous connaissiez déjà, en fait, constituent désormais des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, que ce soit, bien sûr, le niveau de vie, un mauvais environnement familial, un mauvais environnement professionnel, des expériences traumatiques, le stress post-traumatique, la vie stressante, tout ceci fait désormais partie de ce qu'on appelle les nouveaux facteurs de risque dans ces nouvelles recommandations. Alors, ceci survient-il chez tout le monde? Je vous ai dit qu'il y avait des gènes, mais il y a plus que des gènes, il y a des personnalités. Et qui sont ces personnalités? Ça a été très bien décrit par exemple dans l'hypertension artérielle. Quelles sont les personnes qui, avec l'effet du stress, décompensent sur le plan tensionnel? Eh bien, des gens qui n'acceptent pas la critique, des gens qui sont très sensibles à l'imperfection ou qui sont eux-mêmes perfectionnistes, des gens qui ont tendance à être colériques, des gens qui parfois ne sont pas sûrs d'eux. Et au-delà même de l'hypertension, on sait par exemple que qui développe plus préférentiellement des maladies coronaires, eh bien ce qu'on appelle les personnalités de type A, les gens compétitifs, les gens stressés, les gens pressés, les gens qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps.
Vous voyez de qui je parle? De nous, les cardiologues. Oui, nous, les cardiologues, on est compétitifs, on travaille vite, on est soumis à l'urgence, on fait plusieurs choses en même temps. Eh bien, tout ceci augmente le risque d'événements cardiovasculaires. Autrement dit, le stress ne génère pas des complications cardiovasculaires chez tout le monde, il génère plutôt des complications cardiovasculaires chez des personnalités prédisposées au risque cardiovasculaire. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on peut minimiser ce risque cardiovasculaire en agissant sur l'environnement cortical, en agissant au-dessus de ce qui agresse le cœur? Et là, je crois que c'est très intéressant puisque dans la littérature, on a un grand nombre de travaux qui montrent que des techniques comme la méditation, comme le yoga, comme la respiration rythmée ont la capacité soit de modifier l'activité du baroréflexe, de réduire l'activité sympathique, de restaurer le tonus vague, mais aussi d'entraîner de véritables régressions de lésions d'athérosclérose. Et donc, ça, c'est très important que les stratégies non pharmacologiques ont la capacité de moduler le stress et donc le risque cardiovasculaire. Et ça vous avait été d'ailleurs présenté à l'époque par l'épouse de Thibaut Damy qui vous avait fait un topo sur la méditation. Mais au-delà, il y a des choses beaucoup plus simples. Et ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, je l'espère, être optimiste, eh bien c'est quelque chose qui a un impact majeur sur la survenue non seulement des douleurs angineuses, mais aussi sur la survenue d'événements mortels. Et vous le voyez ici dans cette étude de cohorte qui pose sur 1300 sujets qui ont été suivis pendant quasiment 10 ans, eh bien on voit que par rapport aux gens qui sont neutres, les pessimistes font davantage d'angor et ont davantage d'événements, alors que les optimistes ont une réduction quasiment de 20 à 40% du risque d'angor et du risque d'événement. Donc, soyez optimistes, soyez heureux, c'est une très bonne stratégie pour réduire le risque d'événement. Et vous savez qu'il y a parfois des classes où on invite les gens à rigoler, tout simplement, le yoga du rire. Et le yoga du rire, l'optimisme, protège des événements cardiovasculaires. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? On sait que le simple fait de rigoler réduit le stress mental. Et ici, dans ce travail, on a regardé la dysfonction endothéliale chez les gens qui s'entraînent, qui rigolent, qui ont tendance à rigoler davantage. Et bien, on voit que lorsqu'on rigole suffisamment, on minimise l'impact du stress mental et on améliore le profil endothélial. Mariez-vous. On sait que les gens qui sont mariés sont des gens qui font moins d'événements cardiovasculaires, ont moins de progression des lésions d'athérosclérose, mais il faut vous marier avec la bonne personne parce que c'est non seulement le mariage qui protège, mais le mariage qui vous rend heureux, puisque les gens qui ne sont pas mariés sont au milieu. Vous le voyez, les gens finalement qui sont mariés mais qui ne sont pas heureux en mariage ont une augmentation des événements ou ont une augmentation de la progression des lésions d'athérosclérose au détriment de ceux qui sont mariés et qui sont heureux. Et c'est vrai sur la progression de la plaque, vous voyez, ou le passage de lésions minimes à des lésions importantes. Ici, vous le voyez, plus de 400 patients qui avaient été suivis où on les avait interrogés sur leur satisfaction. Et puis avoir un but dans la vie. Finalement, on sait que, et ça c'est très intéressant, c'est cette magnifique étude qui avait été faite par Framingham et qui montrait que finalement, les gens qui avaient un but dans la vie étaient des gens qui avaient une réduction très significative du nombre d'événements. Autrement dit, ce fameux stress, quelle que soit l'origine, qui génère des complications cardiovasculaires, est aussi une anomalie que l'on peut moduler par des actions très simples, l'optimisme, avoir un but dans la vie, rigoler, être avec quelqu'un de bonne compagnie. Tout ceci vous protégera de l'événement cardiovasculaire en réduisant votre stress. Et souvent, on me dit, oui, mais attendez, ça c'est rigolo vos trucs, mais est-ce que ça a été évalué? Ça a été évalué dans des essais d'intervention psychosociale sur des gens qui étaient connus pour avoir une maladie coronarienne. Et vous le voyez, le fait de réduire le stress psychosocial en modifiant ses comportements, en agissant sur cette personnalité de type A, le fait de gérer le stress dans des sessions de groupe, les interventions à la maison, les thérapies cognitives, tout ceci est associé à une réduction du stress psychosocial et donc du risque d'événement. Alors ce stress, j'ai l'impression de vous en parler de façon générique, il est en fait intimement lié à l'activité et de façon plus générale, la gestion des émotions est intimement liée à l'activité d'une structure centrale qu'on appelle l'amygdale. Et en fait, on est cardiologue et vous savez que c'est toujours très très dur de convaincre quelqu'un que finalement les émotions, le stress ont un impact sur le plan cardiovasculaire sans donner une démonstration dure. Et cette démonstration dure, elle vient par l'analyse de cette structure qu'on appelle l'amygdale. Quand l'amygdale s'emballe, quand l'amygdale est hyperactive, eh bien, tout
je dirais, fout le camp. Vous commencez à avoir des comportements qui vous mettent à très haut risque cardiovasculaire, puisque vous ne gérez plus, vous gérez mal les excès émotionnels. Vous mangez, vous dormez mal, vous regardez la télé, et vous allez devenir un sujet à haut risque cardiovasculaire. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, sans jeu de mots, mais il y a ce très beau travail qui a été réalisé, et publié d'ailleurs dans le Lancet il y a maintenant un peu plus de 2 ans, où on a pris 300 sujets qui étaient connus pour ne pas avoir de maladie cardiovasculaire, ne pas avoir finalement de maladie tout court, pas de cancer. Et on a évalué en utilisant la technique du PET marqué, avec ici du sucre marqué, le 18-FDG, et on a regardé ce qui se passait au niveau de l'amygdale. On a mesuré l'activité de l'amygdale. Et vous voyez ici 2 sujets, finalement, à gauche un sujet qui a une activité amygdalienne faible, et à droite un sujet qui a une activité amygdalienne forte, l'activité importante étant traduite par une augmentation du débit et donc une augmentation de la consommation en sucre de cette région amygdalienne. Et on a suivi ces gens et regardez, les personnes qui ont une activité amygdalienne très importante sont ceux qui développent le plus de complications cardiovasculaires. Donc là, on y est. Là, on a une démonstration bien faite de cette relation entre émotion et je dirais même de ce centre de l'émotion et les complications qui peuvent survenir. Vous voyez une augmentation d'un facteur 4 entre ceux qui ont une activité amygdalienne basse et ceux qui ont une activité amygdalienne élevée. Et l'amygdale, lorsqu'elle est hyperactive, elle est associée à quoi? Eh bien, elle est associée à une augmentation de l'inflammation aortique. Ah, c'est intéressant parce qu'on sait que ça, c'est un facteur de risque d'athérosclérose. Elle est associée à une augmentation de l'activité de la moelle. Ah, qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle? Elle est associée aussi à une activité de fixation au niveau trophique. En fait, les auteurs ont analysé les conséquences de cette hyperactivité amygdalienne. Alors, de la même manière, je vous l'ai dit que le cerveau parle au cœur, le cœur parle au cerveau, et ça, on le sait depuis quelques années, puisque vous le savez, quand vous voyez des patients qui ont des problèmes psychologiques, eh bien, on sait que souvent, la maladie cardiaque est un formidable pourvoyeur de problèmes centraux. Et le premier exemple, c'est cette étude qui montre que les gens qui ont une coronaropathie développent davantage de syndrome dépressif que des gens qui n'ont pas de coronaropathie. Et ceci pourrait être répété à l'infini. C'est vrai pour les psychoses, c'est vrai pour la schizophrénie, c'est vrai pour l'anxiété, mais c'est aussi vrai pour la maladie d'Alzheimer, c'est vrai pour certaines maladies neurodégénératives plus larges, c'est vrai pour les synucléinopathies. Il y a énormément d'exemples qui montrent que lorsque la maladie cardiovasculaire constitue le primum movens, et bien qu'elle contribue à aggraver la survenue de maladies cérébrovasculaires. Vous parlerez des AVC demain, mais c'est vrai pour quasiment toutes les pathologies neurologiques. Alors pourquoi? Comment? Eh bien pour exactement les mêmes raisons. Vous modifiez l'environnement, vous créez une activation neuro-humorale, et puis, je reviendrai là-dessus, vous avez des connexions qui ne sont pas des connexions passives, actives, entre les organes, et notamment le cœur, et le cerveau qui expliquent ce surrisque. D'ailleurs, lorsqu'on suit les patients qui ont fait une maladie coronarienne, qui développent une dépression, eh bien, ils ont la double peine parce que ce sont ces patients-là qui ont le plus d'événements récurrents lorsqu'on les suit au cours du temps. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on va faire le point en consultation demain et comment est-ce qu'on va s'intéresser à ce risque, je dirais, psychosocial, ce risque du cerveau sur le cœur et du cœur sur le cerveau, en posant un certain nombre de questions qu'on n'a pas l'habitude de poser en cardiologie. Comment avez-vous dormi? Bon, on le fait maintenant contre des pistes de l'apnée du sommeil, mais de façon plus générale pour identifier le risque psychosocial. Est-ce que votre humeur a changé récemment? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Est-ce que vous avez une pression à la maison ou au travail? Est-ce que vous avez des difficultés au travail? Est-ce que vous avez la capacité de décrire votre énergie sur une échelle de 0 à 10? Et 0, c'est très faible énergie et 10, très forte énergie. Où vous situez-vous? Et ça, ce sont des questions qu'il faut apprendre à poser pour identifier ce risque psychosocial. D'ailleurs, ce tableau, il est extrait de papier dans le JACC, donc un papier fait par des cardiologues pour des cardiologues qui invitent des cardiologues à changer et à modifier leur comportement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est on était en train de partager ce concept de cerveau qui parle au cœur et désormais de cœur qui parle au cerveau. Quand on est coronarien, on a plus de chances de faire de la dépression, que le cumul coronaropathie-dépression augmentait le risque d'événements récidivants. Et je vais vous inviter à utiliser ces questions qui ont été publiées dans le JACC pour s'approprier comment identifier le risque psychosocial chez nos patients en cardiologie. Pour terminer, dans les 5-6 minutes qui restent, je voulais vous montrer 4 exemples
de situations cardiologiques qui sont très caricaturales de cette relation entre le cerveau et le cœur. Je commencerai par la maladie de Takotsubo et juste je vous parle de toutes ces techniques qui permettent de mesurer l'activité du système nerveux sympathique et l'activité notamment efférente, et une technique en particulier qui est représentée ici qui est la micronographie. C'est quoi la micronographie? C'est une technique au cours de laquelle vous prenez une petite aiguille que vous plantez dans les fibres sympathiques péronéales, hein, au niveau de la crête prétibiale, et vous allez mesurer ainsi, vous le voyez ici, vous allez avoir un tracé qui ressemble un peu à un électrocardiogramme. En fait, ce sont des bursts et chaque pic traduit en fait l'activité sympathique qui va être transmise à un effecteur, ici les vaisseaux des muscles squelettiques. Et quand on mesure cette activité sympathique, vous avez ici le système qui permet de réaliser, vous voyez la petite électrode qui va ici être plantée dans la face latéro-externe du tibia pour mesurer l'activité sympathique. Vous mesurez la décharge, c'est-à-dire finalement le nombre de fois où les neurones présynaptiques vont larguer des catécholamines dans la fente synaptique qui vont elles-mêmes aller se fixer au niveau des vaisseaux du muscle squelettique. C'est en fait la technique, ce qu'on appelle le gold standard, qui permet d'évaluer finalement l'activité sympathique directement chez l'homme. Et on a appliqué cette technique chez des patients qui développaient une maladie du Takotsubo. C'était l'objet de la thèse d'une de mes étudiantes, le docteur Vaccaro, étudiante italienne. Et qu'est-ce qu'on a pu montrer dans ce travail? Eh bien, on a pu montrer pour la première fois que cette maladie cardiologique, a priori donc cardiologique pure, était en fait une maladie où le cœur parlait au cerveau. Autrement dit, la dysfonction ventriculaire gauche aiguë entraînait une hyperactivité sympathique, des fibres efférentes et des fibres afférentes, activité mesurée directement chez le sujet. Vous voyez, c'était impressionnant. On mesurait ici le nombre de bursts, c'est-à-dire le nombre de décharges par minute, et c'était quasiment une décharge par minute. Vous voyez ici 60 décharges par minute, quasiment toutes les secondes. Il y avait une hyperactivité sympathique, une augmentation d'un facteur presque, vous voyez, de 20% de l'activité sympathique chez ces sujets qui développaient un Takotsubo par rapport aux sujets témoins. Donc, un exemple caricatural d'une maladie cardiaque pure qui génère une hyperactivité sympathique et une activité sympathique centrale. Ça a été ensuite démontré justement par des études de PET scan et qui montre finalement que le cœur, lorsqu'il est malade de façon isolée, a la capacité d'activer une maladie cérébrale ici, une maladie cérébrale sympathique induite par la dysfonction ventriculaire gauche isolée. Autre exemple qui vous montre que le concept de maladie cérébrale et de maladie cardiaque, en fait, est lié à la connexion entre le cerveau et le cœur. Et cette connexion entre le cerveau et le cœur, c'est quelque chose qui est bien connu, mais elle ne concerne pas que le cœur. Elle concerne aussi d'autres organes. Par exemple, ici, le rein. Et le meilleur exemple qui illustre cette modulation des afférences ou des efférences, c'est finalement l'exemple de la dénervation rénale. Et vous voyez ici que de la même manière que le cerveau parle au cœur par l'intermédiaire d'efférences, mais ces efférences, elles se distribuent à tous les organes cibles de l'hypertension artérielle, le vaisseau, le cœur, le rein. Et bien de la même manière, le rein et le cœur parlent au cerveau. Lorsque vous agressez un cœur, lorsque vous agressez un rein, eh bien cette information d'agression d'un organe va être transmise par des afférences nerveuses qui vont moduler l'activité du système nerveux et entraîner une maladie cérébrale. Et c'est d'ailleurs ce que l'on essaie de faire lorsqu'on propose une dénervation rénale. On coupe la communication entre le rein et le cerveau, et ceci a un impact direct sur la communication entre le cœur et le cerveau, puisqu'on le sait, la dénervation rénale, qu'elle soit réalisée par radiofréquence, par ultrason ou par injection d'alcool, entraîne non seulement une réduction de la pression artérielle, mais aussi, de façon très intéressante, un remodelage cardiaque protecteur avec une régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche et une réorganisation des circuits neuronaux. Autrement dit, jouer, agir sur la boucle qui va intervenir entre des organes cibles, par exemple le cœur ou le rein, et qui agit sur le cerveau, va permettre de protéger ces organes de certaines complications, que ce soit l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. Dernier exemple pour terminer, qui illustre à mon avis magnifiquement tout ce dont on vient de parler, c'est finalement un système qui intègre tout ce que l'on vient de dire. Les émotions et le stress, l'organisation centrale, les afférences et les efférences nerveuses et les organes nobles qui nous intéressent, le cœur et le vaisseau. Ici, le baroréflexe.
Tout démarre au niveau ici de l'arche aortique ou du carotier ou du sinus carotidien, où sont présents des petits récepteurs qui sont capables de dépister la distension soit du vaisseau, soit du cœur, des mécanorécepteurs. Et ces mécanorécepteurs qui sont stimulés, par exemple, par une poussée tensionnelle, vont véhiculer une information. Comment? Par des afférences nerveuses qui cheminent jusqu'au noyau du tractus solaire qui ici, vous l'avez dans une structure du tronc cérébral. Et en réponse, vous allez avoir, s'il y a augmentation de pression, une augmentation du tonus vague à destinée cardiaque et une sympatho-inhibition. Et ces deux éléments vont entraîner une réduction de la pression artérielle et la boucle est bouclée. Cette réduction de la pression artérielle va entraîner une moindre activation du système vague et une activation plus importante du système sympathique. Et ce qui est très important, encore une fois, c'est que cette boucle du baroréflexe qui passe par des afférences et des efférences, qui avec une information qui est intégrée au niveau du tronc cérébral et sous le joug d'influences qui viennent de plus haut, sous le joug d'influences cérébrales, corticales et supracorticales. Et là aussi, notre apprentissage de cette communication entre le cœur, le vaisseau et le cerveau nous a amené à jouer avec ces systèmes. On le sait depuis très longtemps. Quand vous avez une dysfonction de ce baroréflexe, vous avez ces patients qui développent des tableaux d'hypotension orthostatique associés à de l'hypertension de décubitus avec une grande variabilité. C'est des tracés caricaturaux que vous retrouvez à la MAPA. Et on s'est amusé à réfléchir à quelles étaient les autres pathologies qui étaient associées à ces dysfonctions de la boucle baroréflexe. Et l'exemple caricatural, c'est l'insuffisance cardiaque, l'hyperactivité sympathique est entre autres médiée par la dysfonction du barorécepteur. Et vous le voyez, de nouveau, on retombe sur une boucle que l'on connaît bien, organes cibles, cœur et vaisseau, intégrateur, cerveau, influence supracorticale, intégration de la réponse, arrivée de la réponse par des afférences, réponse adaptée par des efférences. Et on a pu jouer, là aussi, encore une fois, sur le plan thérapeutique, avec cette boucle baroréflexe, comment, soit mécaniquement, en implantant des stents très particuliers avec mémoire de forme qui vont distendre le bulbe carotidien et donc activer les mécanorécepteurs et donc entraîner une réponse adaptée qui est une sympatho-inhibition. Première stratégie qui a été développée pour traiter l'hypertension artérielle résistante, vous le voyez ici, dans des domaines d'intérêt hypertension résistante où l'implantation de ce dispositif qui s'appelle MEBUS, une sorte de stent à mémoire de forme qui entraîne par l'effet de stretch sur les mécanorécepteurs carotidiens une réponse adaptée avec une baisse tensionnelle, mais aussi en jouant avec les afférences électriques, en stimulant ces afférences électriques, soit au niveau aortique, soit au niveau carotidien. Au niveau carotidien, c'est ce dispositif qui est un barostimulateur. Ça ressemble à un pacemaker, mais vous le voyez, ces électrodes ne vont pas dans le cœur, elles vont dans ces afférences, elles vont en fait très proche du sinus carotidien, stimuler les afférences qui vont aller envoyer une information au niveau du noyau du tractus solitaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on stimule ces afférences? Eh bien, vous voyez, on observe une diminution de la fréquence cardiaque, c'est dose dépendant, et une diminution de la pression artérielle. Donc ça marche quand vous distendez les mécanorécepteurs, quand vous stimulez les afférences électriques, vous allez avoir une réponse adaptée sous la forme de baisse de la pression artérielle et de baisse de la fréquence cardiaque. Et dernière stratégie, stimulation non pas du sinus carotidien, mais des récepteurs au niveau de la crosse aortique avec ce stent intelligent qui confirme que mécaniquement, électriquement, au niveau de la carotide, au niveau de l'aorte, on peut jouer avec ce système et aider nos patients. Vous le voyez ici, le suivi de ces patients a entraîné non seulement baisse de l'activité du système nerveux sympathique, amélioration de la sensibilité du baroréflexe et réduction de la pression artérielle. Donc, en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, excusez-moi pour les aléas techniques, c'est que cette cascade cerveau-cœur est une cascade qu'il faut maintenant intégrer dans notre logiciel cardiologique. Tout ne démarre pas dans le cœur, mais probablement sous l'influence du stress, de l'émotion, ça démarre au-dessus du cortex, puis dans le cortex, que l'AVC, l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle sont des excellents modèles de maladies cardio-cérébrales ou neurocardiologiques avec altération de l'ensemble des éléments de la boucle, du récepteur aortique ou cardiaque à l'intégrateur central jusqu'aux efférences, que la maladie cardiaque peut générer des maladies centrales, c'est l'exemple du Takotsubo, comme la maladie centrale peut générer des maladies cardiaques, que ces maladies sont liées aux organes, mais aussi aux connexions de ces organes, qu'elles soient les afférences ou les efférences. Et l'exemple de la dénervation est un très bon exemple, que la barostimulation est un dernier exemple. Et en conclusion, je crois que finalement, ces maladies centrales cérébrales sont parfois la cause, parfois la conséquence des maladies cardiovasculaires, que
finalement, aujourd'hui, il faut changer notre façon de voir la maladie cardiaque et considérer que le stress, la personnalité, que l'environnement, que la régulation cérébrale ont des effets sur le plan cardiovasculaire, que l'on peut moduler cela par des stratégies médicamenteuses, non médicamenteuses, mais désormais aussi psychologiques ou comportementales. D'ailleurs, ceci fait l'objet d'une redite dans les dernières recommandations de l'ESC, où on parle même d'une nouvelle discipline qui serait la behavioral cardiology ou la cardiologie du comportement. En conclusion, une citation que je trouve magnifique. L'idéal serait d'avoir le cœur dans la tête et le cerveau dans la poitrine. De cette façon, on penserait avec amour et on aimerait avec intelligence. Merci pour votre marque d'amour et d'amitié et merci de m'avoir donné de votre temps. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Atul pour cette belle présentation. Tu nous as amené dans un domaine qu'on ne connaissait pas. Personnellement, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Saïd. Atul, merci beaucoup pour cette très belle présentation et merci d'avoir pu te joindre à nous parce que je sais que c'était extrêmement difficile pour toi. J'ai deux petites questions, si tu permets. La première, c'est que finalement, le langage entre le cœur et le cerveau, c'est un petit peu comme ce qu'on a appris un petit peu à la faculté de médecine. C'est-à-dire que les dialogues, ils peuvent se faire dans l'aigu comme ils peuvent se faire dans le chronique. Dans l'aigu, c'est éventuellement quand il y a un takotsubo, éventuellement, il y a un orage, etc. etc. Deuxièmement, je ne sais pas, quand il y a un stress intense, on peut avoir des troubles du rythme, j'imagine. On peut avoir un effet sur la pression artérielle, sur la fréquence cardiaque. Et dans le chronique, on peut avoir des complications, genre athérosclérose, essentiellement. Donc, est-ce que tu confirmes un petit peu cette façon avec laquelle ils se complètent? Et c'est comme ça, éventuellement, qu'on peut avoir soit des complications aiguës, soit des complications à long terme. Ma deuxième question, c'était beaucoup plus un étonnement, parce qu'à ma connaissance, et j'imagine à la connaissance de tout le monde, de la plupart ici, c'est que dans le takotsubo, donc on a plutôt, enfin c'est ce que j'avais en tête moi personnellement, c'est que c'était surtout à l'occasion d'un stress intense, d'une angoisse intense, d'une contrariété, etc., qu'on peut avoir cette défaillance myocardique. Est-ce que tu confirmes que c'est le cœur qui démarre? Alors, donc, je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, pendant longtemps, on a imaginé que la séquence du takotsubo, et c'est d'ailleurs souvent très bien décrit par nos patients, c'est une émotion, stress ou autre, mais on sait aujourd'hui que ça peut être un traumatisme, hein, ça peut être aussi l'effet d'un médicament, d'une chirurgie, d'un sepsis, une gâchette, on va dire, stressogène, va générer une complication cardiovasculaire que vous connaissez, qui est cette dysfonction ventriculaire gauche apicale, la maladie de Takotsubo. Ça ressemble à un syndrome coronarien aigu, c'est un coronaire saine, et en général, cette dysfonction ventriculaire gauche est réversible. C'est la cascade classique qu'on a jusqu'à présent décrit et qui fait, je dirais, la consensus sur le plan bibliographique. Mais la nouveauté, c'est que probablement, dans la cinétique d'apparition de ce Takotsubo, il y a une maladie cardiologique préexistante qui envoie des informations de type stress cardiaque au cerveau. Et ça rejoint ce que je vous disais au départ. Tout dépend qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui gère bien le stress et ce stress que vous recevez de votre cœur ne génère pas une réaction atypique, ou ce stress que vous générez que vous recevez du cœur, ou cette information stressogène que vous recevez du cœur, lorsque elle est activée par une gâchette externe, entraîne une défaillance cardiaque. Autrement dit, et c'est un petit peu ça le sens de ma présentation, c'est qu'il y a cet aspect bidirectionnel. On essaie de façon pédagogique ou de façon scientifique, parce qu'on ne peut pas aborder les choses différemment, d'établir une relation de causalité unidirectionnelle. Le cerveau est responsable de la maladie cardiaque est responsable du cerveau. Mais ce qu'on a appris avec le Takotsubo et qui est illustré dans plein d'autres maladies, c'est que finalement, le cœur parle au cerveau comme le cerveau parle au cœur. Et pour répondre à ta première question, elle est très intéressante, ta première question, parce qu'effectivement, il y a la notion d'aigu et de chronique, mais il y a aussi une autre notion, qui est finalement que ce qui est perçu comme étant quelque chose de délétère est en général au départ quelque chose de protecteur. Et le meilleur exemple, c'est l'insuffisance cardiaque.
Tous les mécanismes dont je vous ai parlé sont activés en situation d'insuffisance cardiaque aiguë, hyperactivité sympathique, remodulation des systèmes au niveau central, modulation de l'activité des réflexes, que ce soit les barorécepteurs, les chémorécepteurs, les métaborécepteurs, les mécanorécepteurs. Mais tout ceci a un seul but, devant la dysfonction ventriculaire gauche aiguë, c'est de pallier à la détresse hémodynamique générée par l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc au départ, tout ce dont je vous parle est plutôt bénéfique. C'est la gestion du stress, c'est la réponse adaptative d'un stress. Mais là où tu as entièrement raison, c'est que ce mécanisme protecteur initial, sur le long terme, devient délétère et associé aux complications. C'est quelque chose que l'on connaît bien, le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque, la boucle réflexe délétère dans l'hypertension artérielle et désormais probablement la boucle centrale et cardiaque d'un grand nombre d'affections cardiologiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Apparemment pas. Donc, je n'ai pas de question particulière, mais juste une moins sérieuse que celle de Saïd. Puisque tu as dit que le mariage rend heureux, est-ce que les polygames seraient plus heureux que nous? Alors, je ne répondrai pas à cette question, mais ça mérite une étude. D'accord.